Le jour suivant, j'ai pris la route des Aresquiers, jusqu'au hameau coincé entre le canal et les étangs. Une pincée de maisons, de briques et de brocs, jetée en vrac à la tramontane, le long de la mince bande de terre d'un ancien chemin de halage. À l'entrée du chemin, une canne et ses canetons barraient l'accès. J'ai attendu qu'ils passent, cancanant et se dandinant. Les bateaux, les filets, quelques pontons de bois formant terrasse au-dessus de l'eau plantaient le décor d'un quartier de pêcheurs pour carte postale. Pourtant, ici, c'était la guerre. Guerre du pot de terre contre le pot de fer. Les habitants, sous le coup d'un arrêt d'expulsion, se battaient depuis plusieurs années contre la préfecture. Risque d'inondation, avait ricané l'un d'eux lorsque j'étais venu 2 ans plus tôt pour relater leur combat. Il m'avait montré une marque ancienne sur son mur à 10 centimètres du sol. La seule fois où l'eau est montée, j'ai juste eu les pantoufles mouillées. Tout ça, ce sont des foutaises. On ne partira pas. Un tag rouge sang zébrait le gris d'un des murs. Norazaran. Et une banderole défraîchie. On ne nous prendra pas les Aresquiers, pendait toujours à l'étage de l'ancien restaurant. Celui où j'avais dégusté, servi par une mamée revêche, la meilleure soupe de poisson de ma vie. C'était près de là, au numéro 4, dans une bicoque de pêcheurs qu'habitait Graziella Carlomagno, la mère de Guylaine. Ses grands-parents étaient arrivés quelques 60 ans plus tôt, venus du Basilicate, une région si perdue d'Italie du Sud qu'on y suçait les cailloux pour calmer sa faim, m'avait-elle raconté devant un café. Fort le café, si serré qu'il m'avait fait grimacer. La femme qui m'avait ouvert la porte avait dû être belle. Yeux noirs, cheveux blancs, et un air de résignation et de tristesse dans le regard. Comme sa fille, je pensais. Mais aussi une colère que je n'avais pas perçue sur l'unique photo de Guylaine, celle du dossier de police. Elle avait accepté de me parler. Pas grand-chose à dire, que du chagrin, mais avait ajouté que ça la soulagerait peut-être. Et puis qu'elle ne voulait pas qu'on en parle en mal, pas laisser la parole uniquement à celui-là. Au mur de la maisonnette, encombré de meubles usagés, de fauteuils en rotin, des filets de pêche tenaient lieu de déco avec leurs boules de verre bleu à l'ancienne, des coquillages et des étoiles de mer séchées prises dans les mailles. Des chats, maigres et hautains, circulaient entre l'unique ruelle et la maison par la fenêtre ouverte, et au milieu des filets de pêche des photos, des couples, des enfants, des vieux, attablés en un joyeux désordre avec le canal en toile de fond, des anniversaires, des communions, puis une photo encadrée plus soigneusement que les autres, celle d'un marin à l'avant d'un bateau, un gars solide, rablé, campant fièrement à la proue de l'embarcation, et près duquel se tenait, vêtue de blanc, les bras et le visage bronzés, une toute petite fille. Oui, c'est Guylaine. Il était si fier d'elle, mon Philippe. Le mari s'était noyé. Le bateau sur lequel il travaillait avait sombré, une tempête, mauvaise. Guylaine avait 10 ans, Graziella 35. Non, je ne me suis pas remariée. Elles étaient restées, les deux, coincées dans un deuil interminable. La minuscule maison s'était refermée sur elles comme une tombe. Avec le père, s'étaient aussi noyées les chansons, l'apéro partagé le soir à la fraîche, les copains, les éclats de rire et les injures bon enfant, fusant en italien, maltais, espagnol ou pataouette. La mère avait dû travailler. Femme de ménage chez des particuliers, des notaires frontignanais qui lui faisaient la misère. La petite semblait bien marcher à l'école. Graziella avait caressé le rêve qu'elle fasse docteur, elle était devenue infirmière. Un beau métier aussi, et puis elle l'a rencontré, lui. Son visage s'est assombri. In bocca al lupo. Oui, c'était un loup, mademoiselle. Il n'en a fait qu'une bouchée de ma Guylaine. D'abord aimable, au petit soin avec moi, nona par-ci, nona par-là. Puis la porte qui restait fermée chaque fois que j'allais y sonner, mes coups de fil auxquels personne ne répondait jamais. J'ai fini par la guetter un jour. Je suis allée jusqu'à cette maudite maison, leur bunker là, près de la plage. Ah, vous y êtes allé aussi? Vous avez compris alors?
Je suis restée dans ma voiture et j'ai attendu. Lorsqu'elle est arrivée, porca Madonna, et que j'ai vu son visage éteint, triste, tellement triste, ses yeux comme morts, je me suis arrêtée de saisissement sur ce trottoir à 10 mètres d'elle. Puis comme elle ouvrait le portail et s'apprêtait à rentrer sa voiture dans le jardin, je l'ai appelée « Guylaine, Guylaine !» Elle s'est retournée, m'a fixé une seconde, et lentement de la tête, elle m'a fait le signe non. J'aurais dû la forcer, mettre le pied pour empêcher la fermeture de cette saleté de portail. Au lieu de ça, je suis restée immobile sur ce trottoir, dévastée par la peur que j'avais lue sur le visage de ma fille, sur ses épaules, sur tout son corps. Un corps de vieille, résigné, amoindri, comme tassé sous le poids d'une main énorme. C'est la dernière fois que je l'ai vue. La femme s'est tue, un moment. Je ne vais pas vous raconter que tout était rose et violette avec elle. À l'adolescence, ça a tangué, elle en avait assez de ma tristesse, de cette maison. Depuis la mort de son père, je n'étais plus la même. Il faut dire que Philippe, c'était mon premier amour, le seul que j'ai eu dans ma vie. Et puis ce travail où on me traitait comme una zerbina, comme une merde, elle ne supportait plus. Oui, quand elle était émue, c'est l'italien qui revenait, celui de ses grands-parents. Guylaine, elle ne le parlait pas, elle avait honte de ses racines ritales, elle voulait juste être une gamine comme les autres. Pas la fille du noyer, pas la fille de la femme de ménage, pas la fille des cabanes comme on appelle nos maisons ici. Elle a commencé à faire des bêtises, à sortir avec son amie Jeanne. Une délurée celle-là, une monte-prune qui n'avait peur de rien. Les garçons avec elle, ça défilait. Ma Guylaine, la povera, était plus timide, mais elle a suivi le mouvement. Et puis, elle est tombée sur celui-là. J'ai demandé Mathieu Ressiquier. La femme a sifflé. Ne prononcez pas son nom, pas ici, pas dans cette maison, jamais. Après, elle m'a dit qu'elle était fatiguée, qu'il fallait que je m'en aille. J'ai photographié la petite maison, les berges, le canal. C'était la bonne heure, celle où la lumière noie les eaux des étangs dans l'éclat métallique d'un soleil de mercure.